d'arriver en pensant qu'on va être le maître de la recherche, du point de vue du chercheur, je pense que c'est pas la bonne attitude à avoir dès le départ. Peut-être que du côté du partenaire aussi, s'attendre à ce que le chercheur fasse tout, bien, on n'est plus dans une recherche partenariale à ce moment-là, à mon avis. Alors, peut-être ces conceptions-là qui sont un peu à l'opposé de la recherche partenariale, ce n'est pas des conditions gagnantes au départ. L'engagement de chacun à établir une véritable relation où il va y avoir du respect mutuel, de la valorisation mutuelle. Déjà, je pense que c'est un bon point de départ. Il faut qu'il y ait un besoin au départ. Puis le besoin peut venir à la fois du chercheur et du milieu, mais il faut que ça coïncide. Il faut que les deux aient envie de travailler ensemble sur un objet de recherche, sur une problématique. Idéalement, quand les gens ont une représentation partagée de ce que c'est de travailler ensemble, ça va mieux. Au départ, c'est important de se poser des questions mutuellement, de se dire « OK, comment tu vois ça, toi? » Puis le partenaire va dire la même chose, « Comment toi, tu vois ça? » Puis parler de nos rôles dans cette recherche-là ou dans ce projet-là. Parler de nos rôles, parler de comment on voit notre manière de fonctionner ensemble, à quel moment on veut travailler ensemble dans chacune des parties de la recherche. Mais aussi bien comprendre comment on veut travailler ensemble, notre point de vue. Parce que si moi j'ai un point de vue de chercheur, puis que le partenaire, c'est plutôt celui qui va passer les questionnaires, puis que le partenaire, lui, c'est ben non, moi je veux participer à toutes les étapes, bien ça part mal. On voit que les recherches partenariales ne se font pas toujours avec des universitaires. Des fois, c'est entre différents organismes qui se rallient ensemble pour mener un projet ensemble. Des fois, c'est un chercheur autonome, par exemple, quelqu'un qui a un doctorat ou une maîtrise, puis qui est sollicité pour travailler sur un projet de recherche avec un organisme. Puis ces organismes-là, ben, ça peut être le communautaire, ça peut être le milieu de la santé, le milieu de l'éducation, l'entreprise privée. Je ne pense pas qu'il faut se limiter quand on pense à la recherche partenariale. C'est le mot partenariat qui doit venir en premier. Donc, c'est des personnes qui sont dans des organisations différentes ou des personnes différentes puis qui veulent travailler ensemble et devenir partenaires dans un projet. Le premier pas de danse, si on peut l'appeler comme ça, c'est d'entrer en relation. Une relation de partenariat, c'est comme une relation interpersonnelle. On prend contact, on se parle, on apprend à se connaître, on apprend on comprend ce que l'autre veut. C'est important de parler de nos intentions dans ce projet-là, parce que chacun arrive avec ses intentions dans un projet de recherche. Et si on ne met pas ça au clair, bien, on risque en cours de route de vivre des obstacles, d'avoir des embûches parce qu'on ne va pas s'être entendu dès le départ sur notre manière de nous représenter notre partenariat. Alors, je pense que la communication est au centre d'une relation partenariale. On ne peut pas penser qu'on va établir un partenariat sans apprendre à se connaître, sans s'investir, s'engager dans une relation. On a des objectifs comme chercheurs de recherche. Puis ces objectifs-là viennent avec une carrière. Hein? Comme chercheur, on est tenu d'écrire des articles, de faire des communications dans des colloques. On a un programme de recherche. Pour avoir des subventions, ça prend une certaine reconnaissance par les pairs. Donc, il y a plein de... comment dire... il y a une certaine pression à produire des articles et des communications et de la recherche. Donc, c'est sûr que le chercheur qui arrive dans une relation partenariale, dans son sac à dos, c'est ça qu'il y a.
Maintenant, il ne faut pas juste penser à soi, il faut penser aussi au partenaire. Puis le partenaire, lui aussi, a ses objectifs. Puis ce qu'on voit présentement, c'est que les partenaires communautaires ou de la santé ou éducation, peu importe qui est le partenaire, veut que ça leur donne quelque chose, que ce soit utile pour leur organisation. Puis ils ont raison. Eux, leur préoccupation, c'est une préoccupation terrain. Alors, moi, je pense que le problème, c'est pas tant d'avoir des objectifs, c'est de ne pas s'en parler. Donc, dans la mesure où on s'en parle puis que c'est transparent, bien, on peut mieux se comprendre puis on peut essayer de trouver des stratégies pour que chacun soit satisfait. Nous, ça a commencé en 1978 avec une question d'un syndicat qui avait des travailleurs qui étaient exposés à une poussière radioactive. Et ils avaient besoin de savoir c'était quoi les effets de cette poussière-là sur leur santé. Donc, ça a commencé avec une question, une préoccupation des travailleurs. Mais moi, la toute première fois, j'en savais rien sur les poussières radioactives, je savais rien sur le sujet, tous les sujets où ils voulaient savoir quelque chose. Moi, je savais aussi peu qu'eux, pratiquement. J'avais des outils pour aller faire des recherches. Et ça a pris du temps pour que les travailleurs et travailleuses sachent que nous, on ne pouvait pas tout savoir, il fallait qu'on cherche, qu'il fallait qu'on s'informe, il fallait des fois lire, des fois faire des recherches nous-mêmes pour pouvoir comprendre les phénomènes parce que, et c'est ça qui est toujours le cas aujourd'hui, les questions des travailleurs et travailleuses ont peu souvent fait l'objet de questionnements par les scientifiques. Les scientifiques, ils s'intéressent à ce que pensent d'autres scientifiques, mais pas nécessairement aux questions des travailleurs et travailleuses. Donc, on a dû construire un savoir spécifique en rapport aux questions qui venaient du milieu. Parce qu'il y a un autre bout qui est très important, qui est la reconnaissance par le milieu syndical du fait que les professeurs et les chercheurs ont leurs propres contraintes. Et aussi que les exigences de la recherche font que dans le milieu de la recherche, on a de la misère à se faire reconnaître des fois par nos pairs quand on fait une recherche partenariale. Mais souvent, il y a un genre de médiation à faire entre les questions que posent les syndicats et la réponse donnée par la question telle que perçue par les scientifiques qui doivent faire la recherche. Et je pense à un exemple, ma collègue Donna Mergler, on l'a contactée parce que dans une usine où on faisait des bâtons de hockey, les syndiqués perdaient connaissance. Puis ils disaient que c'était à cause de la chaleur, puis ils voulaient que Donna fasse une recherche sur les effets de la chaleur. Puis, avec l'agente, qui était à l'époque, je pense, Sylvie de Gaubois, on avait regardé, elle avait regardé c'était quoi exactement. Puis finalement, la question de recherche est devenue, c'est quoi les effets de l'exposition aux solvants dans l'air sur la santé des travailleurs et travailleuses, et pas les effets de la chaleur. Parce que c'était finalement les solvants qui étaient évaporés, oui, plus en présence de la chaleur, mais c'était les solvants qui faisaient perdre connaissance et pas la chaleur en tant que telle. Donc, il y a certainement un peu de travail à faire du côté aussi de faire comprendre aux chercheurs les vrais besoins des travailleurs et travailleuses et aussi, de l'autre côté, faire comprendre aux syndiqués c'est quoi les contraintes du métier des profs. Nous, on apprend beaucoup dans les contacts directs qu'on peut avoir avec les travailleurs et les travailleuses. En fait, nos recherches ont commencé souvent dans des sessions de formation qui sont faites directement avec des travailleurs et travailleuses. Je fais de la recherche participative avec les communautés depuis 20 ans. Et ça s'est développé vraiment sans que je le cherche à travers l'émergence d'une épidémie qui était l'épidémie du VIH-Sida qui touchait un ensemble de populations vulnérables. Donc le besoin était là et j'ai commencé à faire de la recherche dans ce contexte-là. Faisant de la recherche appliquée,
sur une problématique aussi sensible, avec des enjeux sociaux, des enjeux biomédicaux et toutes sortes, on a toujours travaillé de toute façon en équipe intersectorielle, où les associations communautaires étaient très, très importantes, représentant évidemment les personnes vivant avec le VIH, les personnes affectées, les groupes gays, travailleuses du sexe et tout. Donc, veux pas, il y a eu deux situations, deux façons d'amorcer des partenariats. Ça a été soit à travers des rencontres de travail où tout le monde apportait son input et sa vision des enjeux de la problématique. Et de là émergeaient des questions de recherche. De là, des questions de recherche, je vous dirais plus une préoccupation commune qui est interprétée par moi comme étant « Ah, on comprend mal cette histoire-là » ou « C'est un problème qui nous demande une solution ». Donc, une perspective là, de recherche-action, recherche-intervention possible. Puis de leur point de vue, des acteurs communautaires ou des acteurs de la santé publique, le besoin d'avoir une meilleure compréhension puis qu'on s'engage dans l'action. C'est que sur 20 ans, un projet en entraîne un autre parce qu'on découvre ensemble des enjeux qui méritent qu'on se rassoie ensemble, qu'on aille chercher des nouveaux partenaires ou qu'on réorganise les partenariats pour répondre à une nouvelle situation qui émerge. Meilleur exemple de ça, 96, les antirétroviraux sortent et deviennent tout d'un coup l'espoir qu'on résolve l'épidémie du VIH. Donc, dans les recherches qu'on avait entreprises, on n'avait jamais considéré ces demandes-là. Les groupes communautaires nous disent « Oh, ça nous inquiète, on est content, mais ça nous inquiète aussi parce qu'on a peur que les hommes gays, par exemple, parce qu'il y a un traitement, relâchent leurs pratiques sécuritaires. Donc, on a besoin de travailler ensemble pour comprendre ce qui va se passer, puis on a besoin de voir où on va orienter l'action. » De là, on a construit ensemble une recherche rapidement et on a pu rapidement intervenir en prévention dans les saunas et tout ça parce que ces groupes-là travaillaient de façon conjointe là, à la fois comprendre le problème, les enjeux et les conséquences de cette nouvelle situation-là, puis tout de suite orienter l'action. La première chose, c'est de voir ensemble, de s'apercevoir qu'on a une vision relativement commune d'un problème et d'un objectif à poursuivre. Cela étant dit, la deuxième condition, c'est aussi de reconnaître qu'on peut poursuivre un objectif commun, mais tous avoir des agendas différents. Donc, pour quelles raisons on veut travailler à la prévention du VIH dans la communauté gay? Ça fait consensus, on va tous travailler autour de cet objectif-là. Par contre, pourquoi la santé publique s'engagerait là-dedans? Pourquoi Réseau, qui est un groupe communautaire, s'engagerait là-dedans? Pourquoi la COCSIDA, qui est une coalition, s'engagerait là-dedans? Pourquoi moi, comme chercheur, je m'engagerais là-dedans? C'est de rendre explicite très rapidement nos agendas et que tout le monde comprenne que si toi, tu es là, c'est que le gain que tu vas en retirer, c'est pas le même que le mien. Mais l'important, c'est qu'on soit orienté vers le même objectif. Donc, pour moi, la deuxième condition gagnante, c'est de rendre explicite très rapidement nos logiques d'action puis nos agendas qui peuvent être différents parce que ça, ce sera la source de conflit au fur et à mesure. Fait que si c'est explicite en partant, ça ne nous met pas à l'abri de ces controverses-là qui vont émerger, mais ça nous amène à les reconnaître plus rapidement et à vouloir s'engager ensemble après pour les résoudre. L'autre condition qui est absolument essentielle, une troisième condition, c'est toute la question rapide de créer un climat de confiance, puis de travailler sur une reconnaissance commune des expertises des uns et des autres. Autrement dit, si moi je suis ici, c'est que comme chercheur, je suis une spécialiste de la méthode. Puis je vais avoir la souplesse qu'il faut pour essayer de faire avancer la recherche de manière à ce que ce soit scientifiquement valide et tout. Mais toi, tu as l'expertise du terrain. Toi, tu as une expérience que moi, j'ai pas. Et on a besoin ensemble de construire. Donc, la reconnaissance des expertises des uns et des autres est extrêmement importante, ce qui amène à une quatrième condition, qui est la question de l'égalité, l'équité. Donc, c'est quoi travailler dans des rapports égalitaires? Pour moi, c'est un peu une utopie. Après 20 ans, je dirais que l'égalité, elle n'existe pas, parce qu'on est toujours en rapport de pouvoir, parce qu'on a toujours des agendas différents. Puis, c'est pas toujours le chercheur qui a le pouvoir. Des fois, on devient des techniciens de service, d'autres fois, c'est nous qui avons le pouvoir. Donc, pour moi, l'égalité, c'est pas un concept. Je mettrais un X pour remplacer ça par équité. Donc, rapidement,
justement par la reconnaissance des expertises des uns et des autres. Reconnaître aussi que dans le travail qu'on va faire, ce ne sera pas toujours au même moment, avec la même intensité, mais que somme toute, à la fin de la journée, c'est un anglicisme, vous m'excuserez, mais à la fin de la journée, on a l'impression que chacun a contribué à part entière au processus et que ça a été équitable, la façon dont on a fonctionné. Je pense qu'il y a un élément vraiment d'imprévisible et de mystérieux dans le fonctionnement du partenariat. C'est quand on cherche à développer un partenariat qui va durer, qui va permettre un ensemble de réalisations, de collaborations, que là, c'est plus important d'identifier des facteurs qui vont permettre cette pérennité. Et je pense que là, un des éléments fondamentaux, c'est une certaine complicité entre les personnes qui vont travailler ensemble, une capacité, je pense, de découvrir qu'on partage des intérêts communs et une capacité de travail commune. Alors ça, c'est un peu intangible, c'est souvent avec le temps qu'on le découvre. Et je pense ensuite, l'autre élément fondamental, c'est d'avoir des intérêts, je dirais, de recherche, des intérêts sociaux, des intérêts culturels communs qui font en sorte qu'on est prêt à investir, qu'on trouve qu'il y a des récompenses personnelles ou sociales ou collectives au partenariat. Au-delà des intérêts précis très, très communs, il faut sentir que ça va contribuer, il faut sentir que ça a une valeur. Moi, comme historienne, j'ai surtout collaboré au fil des années avec des organismes qui sont des musées, des organismes dans le domaine des archives, des bibliothèques, des sociétés d'histoire locale, des organismes communautaires qui s'intéressent à l'histoire au patrimoine, aussi avec la Ville ou le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Donc, je collabore avec, je dirais, un ensemble de partenaires qui ont un intérêt pour l'histoire, ont un intérêt pour le patrimoine. On se retrouve assez facilement autour de cet intérêt, de cette passion commune. Ce qui fait que ça fonctionne ou pas, c'est la capacité de développer une entente à propos de comment on veut travailler et comment on veut investir et comment on va pouvoir s'accepter mutuellement. Dans les partenariats qui ont bien fonctionné, c'était une volonté d'établir très rapidement des modalités de gestion commune du projet et de définition commune des objectifs et des modalités de réalisation du projet. Je pense que les partenariats qui ont bien fonctionné pour moi, c'est des partenariats où il y a eu vraiment un investissement commun dans la direction de la recherche et dans la réalisation du projet. Et donc, à l'inverse, les partenariats qui n'ont pas fonctionné, c'est des partenariats où l'organisme partenaire envisageait la collaboration comme une forme de commandite, ou bien voyait l'université comme une espèce de bailleur de fonds déguisé. Et donc, on s'adresse à l'université ou aux chercheurs universitaires pour avoir accès à des ressources gratuites. Et donc, on est dans une relation peut-être un peu plus marchande, un peu plus exploitative, si on veut. Donc, des fois, il y a des contraintes de temps qui font en sorte que les gens n'investissent pas de la même façon, mais je pense qu'il faut avoir cette volonté de travailler ensemble et d'accepter de s'investir. Pour être partenaire, je pense que ça veut dire de l'écoute, ça veut dire de l'ouverture d'esprit, un respect qui, je pense, doit dépasser le simple respect de l'autre, de respect humain. Voyez-vous, c'est un respect de ce que l'autre fait aussi. Une recherche partenariale, ça implique que les chercheurs tentent de comprendre ce que les acteurs de la collectivité font et veulent faire. Mais je pense que ça implique aussi que les acteurs de la collectivité comprennent ce que les chercheurs et les scientifiques font et ce qu'ils veulent faire. Alors, je pense que la combinaison gagnante, c'est un respect, une écoute qui permet de comprendre ce que l'autre fait et de construire ensemble un questionnement, de construire ensemble un projet qui va permettre aux deux parties d'avancer dans la collaboration. Souvent, justement, les chercheurs arrivent avec une petite idée de ce qu'ils voudraient faire et puis les gens, les partenaires de la collectivité aussi. Et parfois, ça peut arriver que ce n'est pas si facilement compatible, disons, et il faut y travailler, il faut donc construire ensemble. De toute façon, maintenant, dans le monde scientifique, il n'y a pas beaucoup de problèmes complexes qu'on peut aborder sans
faire appel à des chercheurs d'autres disciplines et à des spécialistes du terrain, des acteurs du terrain, finalement d'éventuels partenaires dans une recherche. Dans le domaine de la science interdisciplinaire, ça implique le respect de la perspective scientifique de l'autre aussi. Et évidemment, ce n'est pas sans poser de problème. Évidemment, ce n'est pas de la science angélique où tout le monde s'entend bien, tout le monde est sur la même longueur d'onde, parce que la réalité, c'est qu'il y a des contradictions dans ce qu'on pense connaître en tant que sociologue, que biologiste, que marchand, qu'organisateur communautaire ou quoi que ce soit. Alors, il s'agit de respecter l'autre et de voir comment on peut construire un projet commun dans cette espèce d'ouverture d'esprit. Évidemment, il faut y travailler. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut disqualifier les interprétations qui sont contraires aux nôtres. Première condition, il faut avoir des partenaires. Ça, c'est clair. Donc, pouvoir travailler avec des gens qui ont un besoin, qui veulent répondre à une question, qui se posent des questions sur quelque chose, qui ont une difficulté. Souvent, c'est dans des milieux, c'est dans des secteurs. Une sous-condition, c'est peut-être de déjà les connaître, parce que ça facilite grandement le processus de niveau. Premièrement, connaître les personnes, parce que, bon, il y a des caractères, il y a des personnalités, mais aussi, connaître la personne, c'est connaître le milieu, le secteur, la dimension dans laquelle cette personne-là pose son questionnement. Avoir des personnes, avoir des thématiques, évidemment des ressources, ça c'est clé, des ressources financières, au moins un petit budget, et qui viennent avec des étudiants, des étudiantes ou parfois des assistants de recherche, dépendamment du financement qu'on a. Une autre condition qui, là encore, dépend des ressources dont on dispose, c'est d'avoir une personne, comme par exemple les professionnels associés au service aux collectivités, qui font la médiation, donc qui sont un peu entre les chercheurs et les gens sur le terrain, et qui font un peu un travail de mayonnaise, c'est-à-dire faire en sorte que ça fonctionne bien, que les réunions, il y ait des résumés, qu'on ne perde pas le fil, les rappels, parce que des fois les chercheurs sont un peu lents, ou alors les acteurs oublient des tâches, comme par exemple fournir des noms pour des recherches, ou alors fournir les documents qui sont utiles pour réaliser les opérations de recherche qu'on fait. Alors donc ça fait partie des conditions qui sont intéressantes. Une fois qu'on a réuni ces conditions-là, on rentre dans la dynamique, c'est-à-dire qu'il faut assez rapidement que l'on puisse s'entendre sur un thème, une question, mais rapidement dans le sens aussi, pas trop vite. Parce que des fois, on dit « Ah oui, c'est clair », mais on ne se rend pas nécessairement compte que ça veut dire quelque chose dans la tête du praticien ou de la praticienne, puis quelque chose d'autre au niveau de la recherche. S'assurer aussi que ces questions-là, on puisse y répondre. C'est pas parce qu'on est chercheur qu'automatiquement on a les réponses à tout. Parfois, il faut dire non. Parfois, il faut dire, on n'est pas les mieux habilités pour ce genre de recherche. On commence le processus, tout va bien, puis tout à coup, là, on se rend compte que au niveau de la captation de l'information, ou des fois même le temps, c'est-à-dire que les personnes veulent une recherche dans 3 semaines. Au niveau universitaire, c'est très difficile de faire cela parce qu'on travaille avec des étudiants, on a nous-mêmes une variété de tâches à réaliser. Donc, on est peut-être sur un temps qui est un peu plus moyen et long. Une recherche, dans mon cas, en moyenne, c'est au moins 6, 8 et facilement 1 an de travail.